Voilà, donc je ne vais pas vous parler beaucoup de la situation là-bas parce que je pense que vraiment vous la connaissez. Je vais quand même donner quelques éléments et puis dire un peu l'enjeu actuellement et puis quel est le, c'est-à-dire le jeu, euh, la position de la France actuellement et puis peut-être bon, un échange entre nous, etc. Quels sont quel est notre rôle quoi, en tant que mouvement de solidarité, parce que je sais que la TMF elle a toujours été extrêmement active sur cette question. Et je crois qu'il faut qu'on mutualise un petit peu nos efforts pour essayer de transformer l'essai et de créer une force suffisamment importante pour pouvoir peser. Pas uniquement une force de protestation, une force de, mais une vraie force de lobbying qui s'intéresse ou qui peut mobiliser d'une part euh, les masses, etc., comme ce qu'on a fait par exemple pendant les manifestations de 2014, l'été 2014, mais également constituer une force qui pèse sur les institutions françaises, parce que de toute façon, il ne faut pas qu'on parte de cette idée que c'est tous pourri, de toute façon il ne faut rien attendre, etc. Ça, non, c'est un combat qu'il faut mener, etc., avec l'ambition de gagner. Mais tout d'abord, je commence par un petit peu sur la question de la situation en Palestine. Et je m'y rends 2 fois par an, généralement au mois de novembre, au mois d'avril. Là, j'ai décalé un petit peu, je vais partir fin mai, début juin. Et à chaque fois, à chaque Avec une voyage que délégation. j'effectue, Avec une délégation. avec une délégation, Avec une souvent avec mission. voilà, des fois avec des parlementaires, des fois avec des syndicalistes ou avec des militants associatifs, etc. Et puis beaucoup de rencontres, beaucoup de visites et tout, etc. Et on constate que la situation elle se détériore d'une façon exponentielle, d'année en année, ou de semestre en semestre. C'est-à-dire nous sommes dans une période cruciale, une course contre la montre, avec un pouvoir israélien qui est extrêmement puissant et donc il essaye par tous les moyens de créer une situation de fait accompli. Et puis de l'autre côté, des Palestiniens qui essaient de résister avec les moyens du bord, mais qui sont de plus en plus oubliés par la communauté internationale. Euh, Ça s'est accentué depuis les printemps arabes et depuis surtout la crise syrienne et puis libyenne, etc., où le monde arabe il est complètement marginalisé, il est vraiment dans une posture de plutôt combat interne. Là, le gouvernement israélien, il essaie de tirer le maximum de profit en disant que de toute façon maintenant on peut faire ce qu'on veut en toute impunité et puis personne ne va nous demander des comptes. Et c'est malheureusement ce qui se passe actuellement. Ce que je dis, ce n'est pas un point de vue négatif sur les printemps arabes, choses comme ça, mais je dis simplement que les Israéliens, le gouvernement israélien, ils se sont les mains libres et puis ils essayent de vraiment tirer le maximum de profit. Alors, je ne vais pas vous parler, parce que vous connaissez très bien le sujet, de l'étendue de la colonisation, d'occupation qui s'accentue de plus en plus, qui rend impossible, par exemple, maintenant, géographiquement parlant, la création d'un État palestinien aux côtés d'un État israélien, et ce qui est le vœu de la communauté internationale, et ce qui correspond un peu au droit international, c'est-à-dire 2 États qui vivent côte à côte sur ce qu'on appelle les frontières de 1967. Même si ce n'est pas une solution qui est satisfaisante pour les Palestiniens, parce que bon, les Palestiniens, maintenant, ils se battent pour édifier un État sur 22% de la Palestine historique.
22% uniquement. C'est-à-dire Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est compris, ça fait 22% de la Palestine historique. Les gouvernements israéliens actuels, ils veulent disputer les 22%. C'est-à-dire ils s'accaparent les 78% et ils sont en train de négocier les 22%. Ça veut dire que il n'y aura pas d'État palestinien si jamais cette question de la colonisation, de l'occupation et tout ça n'est pas réglée. Alors, que fait la communauté internationale? Donc il y a un immobilisme et je dirais même une certaine complicité vis-à-vis des Israéliens. Tout en essayant et ça c'est les derniers tests, et attention, on ne va pas s'occuper de cette question maintenant, parce qu'il y a des questions qui sont beaucoup plus importantes. Il y a la question de la Syrie, il y a la question de la Libye, ce sont des endroits où il y a beaucoup plus de morts qu'en Palestine, ce qui est vrai. Le nombre de morts en Syrie, le nombre de morts en Libye ou Yémen actuellement, il est beaucoup plus, ou en Irak, est beaucoup plus important que ce qu'il y a en Palestine. Ce que certains théoriciens justement de cette thèse qui optent pour la marginalisation de la question palestinienne, ils appellent ça, la question palestinienne, c'est un conflit de basse intensité. Donc, occupons-nous des autres. Mais ils oublient une chose essentielle, c'est que avant, il n'y avait pas de crise syrienne, il n'y avait pas de crise irakienne, il n'y avait pas de crise libyenne, et il y avait toujours l'occupation israélienne. Cette occupation qui dure depuis... donc la Nakba, c'est 68 ans, si on se réfère à la guerre de 1967, c'est depuis 47 ans. Et donc c'est un conflit qui est particulièrement spécifique par la durée de cette question et puis le fait que c'est une question qui est centrale. Et c'est ça ce que ces analystes oublient, c'est que résoudre cette question peut faciliter la résolution de tous les conflits au Proche et Moyen-Orient. Je ne dis pas que, attention, que par exemple, ceux qui combattent en Syrie maintenant, choses comme ça, ils défendent la cause palestinienne par exemple. Pas du tout. De toute façon, Daesh, ou bien Al-Qaïda avant, ou bien toutes les forces en conflit et tout, etc., ils n'en ont rien à cirer de la question palestinienne. Mais ils se nourrissent tous de la question palestinienne. Et ils se nourrissent, par exemple, ici en Occident, quand ils essayent de recruter des jeunes pour aller combattre là-bas. Donc c'est une question qui est extrêmement importante. Et d'ailleurs, je crois, un certain nombre d'hommes politiques français, ils en sont conscients. Fabius, il a déclaré une fois, il était justement avec Benjamin Netanyahu en Israël, il a dit la question palestinienne est effectivement, c'est pas celle qui occupe l'actualité maintenant, mais elle reste néanmoins, vraiment c'est la question centrale. C'est la question centrale. Et solutionner cette question centrale peut aider à résoudre le reste. Or, qu'est-ce qui se passe par exemple nous concernant, parce que nous sommes en France et puis on scrute un petit peu la politique française. La France, elle a déjà historiquement, elle porte une responsabilité énorme dans ce qui se passe. La France, c'est elle qui a fourni la bombe atomique, par exemple, à Israël, et qui l'a rendue une puissance extrêmement importante au Proche et Moyen-Orient. La France était parmi les premiers soutiens, justement, après la création d'Israël, pour la constitution de son armée, pour l'équipement de son armée,
etc. Et puis, il y a le cheminement politique français depuis, même s'il y avait de temps en temps des périodes de tension ou des périodes où certains présidents, comme par exemple De Gaulle, qui a voulu prendre ses distances, mais il y avait un tel lobby présent, etc., qui a, c'est-à-dire la volonté de Gaulle, elle est passée à la trappe. On se souvient également de Jacques Chirac quand il était dans la vieille ville où il a poussé des soldats israéliens pour leur dire de toute façon, moi je veux partir si vous ne laissez pas continuer. Et Chirac, il est devenu vraiment l'homme le plus populaire dans tous les pays arabes. En Palestine, à chaque fois quand on allait en mission, je me rappelle à l'époque, dès qu'on leur dit français, ils disent vive Chirac, et tout, etc. Donc il est devenu quelqu'un de très populaire. Ceci étant, si vous voulez, si on scrute bien ce qui se passait, et tout, etc., jamais les relations commerciales n'ont aussi bien fleuri autant que sous le règne de Jacques Chirac. Donc les relations sont très complexes. C'est pas de son fait à lui-même, mais ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, et tout, etc., et qui rendent la situation très compliquée. Mais malgré ça, on peut dire que la position de la France, elle était, ces dernières décennies, plutôt équilibrée, plutôt en faveur d'une recherche de la paix. Sauf ces derniers temps, et je dirais, on a commencé avec le quinquennat de Sarkozy, et surtout avec un ministre des Affaires étrangères comme Bernard Kouchner, qui ne connaît rien à la situation, de toute façon qui s'est tellement éloigné de ce qu'on appelle la politique française, la politique arabe de la France. Et ça s'est accentué avec la venue de François Hollande et Manuel Valls. Manuel Valls, Premier ministre. Manuel Valls qui, ouvertement, il déclare qu'il est amoureux d'Israël. Il a déclaré son amour pour Israël depuis qu'il a rencontré son épouse. Ça, on s'en fiche de son épouse, mais de toute façon, ce qui est dramatique, c'est quand on confond une relation amoureuse avec une personne et puis une relation qui n'a strictement rien à voir avec les intérêts de la France et les intérêts des peuples en lutte. Donc nous sommes face dans une situation ici en France qui est qu'on peut décrire sur deux plans qui, à mon avis, méritent tous les deux d'être vraiment bien scrutés, bien étudiés. Le premier, c'est, donc j'ai commencé à parler de Valls, donc je vais continuer à parler de Valls, c'est qu'il essaye par tous les moyens de limiter toutes sortes de libertés d'expression quand il s'agit de critiquer Israël, de préserver les intérêts d'Israël, et aucune critique de sa part vis-à-vis de la politique israélienne. Sachant que de toute façon, cette politique israélienne, elle va sur le moyen, au moins, ou le long terme, contre les intérêts de la France. Et on a vu qu'il s'est maqué d'une façon vraiment honteuse avec le CRIF, avec les amis du CRIF, etc., où il n'a pas hésité à utiliser des raccourcis honteux. Par exemple, toute critique d'Israël, c'est équivalent à, sous couvert d'antisionisme, à de l'antisémitisme et donc à la haine des Juifs. Mais à aucun moment il ne s'est intéressé au fond du problème, qui est la question de l'occupation, de la colonisation, et puis d'une question qui est une poudrière, qui peut être fatale, non seulement pour les Palestiniens, mais également pour les Israéliens, si jamais rien n'est fait. Et donc, sous le règne je dirais de Chirac, à l'époque où il y avait
Michel Alliot-Marie, ministre de la Justice, mais qui a été continué sous le règne plutôt pas de Chirac, de Sarkozy, et puis après avec Hollande, c'est que la France elle est devenue l'un des pays qui s'est distingué sur la scène internationale, plus particulièrement parce qu'on appelle l'Europe occidentale ou bien les démocraties occidentales. C'est le seul pays qui a donné, par le biais bien sûr de la garde des Sceaux, des directives qui donnent une très mauvaise interprétation, une interprétation erronée de la loi, qui se base sur une loi de la presse de 1881. Fallacieuse, disons. Ils ont émis une circulaire qui pénalise par exemple le droit au boycott. Maintenant, par exemple, en France, selon cette mauvaise interprétation de la loi, parce qu'on conteste cette mauvaise interprétation, on peut critiquer tout pays, on peut critiquer le Mexique, la Russie ou la Chine pour le Tibet ou choses comme ça, on peut boycotter les États-Unis ou le Maroc ou l'Algérie ou choses comme ça pour leur politique vis-à-vis de telle ou telle minorité. Mais quand il s'agit d'Israël, toute critique elle est assimilée à de l'incitation à la haine raciale. Donc on est critique d'Israël, on devient automatiquement antisémite en fait. Et c'est ça l'arme qu'ils ont utilisée qui a conduit un certain nombre de nos militants devant les tribunaux et tout, etc. Donc il y a eu plusieurs procès, nous avons gagné l'essentiel des procès, mais il y avait un qui a fait, que nous avons perdu, il concerne 12 militants de Mulhouse qui ont participé à une action de boycott de produits devant un supermarché. Qui avaient donc gagné devant le tribunal de grande instance, mais qui ont perdu devant la cour d'appel. Mais la cour de cassation, malheureusement, elle est venue pour réaffirmer justement les décisions de la cour d'appel. Donc, ils ont décidé, bien sûr, avec le soutien de l'association France-Palestine Solidarité, donc d'aller vers la Cour européenne des droits de l'homme. Donc là, maintenant, nous menons un autre combat, c'est vraiment dans les institutions européennes, et nous entendons vraiment bien le mener jusqu'au bout pour le gagner, pour condamner la politique de la France auprès des institutions européennes, et puis condamner la justice française, parce qu'elle nous semble, dans ce cas-là, complètement partiel. Injuste. Le partiel totalement injuste, et puis voilà, partiel, vous avez... ce qui fait que, en ce moment, ça c'est extrêmement important à connaître, il faut vraiment qu'on soit prêt, parce que malheureusement, nous tous, en tant que mouvement de solidarité, on arrive des fois à mobiliser, on arrive à marquer des points et tout, etc., mais on n'anticipe pas. Si vous voulez, sur cette question de la liberté d'expression, concernant la question palestinienne, concernant le droit du boycott, le pouvoir en place, Manuel Valls, et tout, etc., savent que nous sommes en train de marquer des points. Nous sommes en train de marquer des points, et puis peut-être que la Cour européenne des droits de l'homme nous donnerait raison. Et la dernière chose qu'il a sortie, c'est que c'est une déclaration qu'il a faite devant les amis du CRIF. Il a dit il faut sortir la question du combat contre le racisme et l'antisémitisme de la loi sur la presse. Donc ça veut dire la circulaire Alliot-Marie ne sert plus à rien. Et il faut l'intégrer dans ce projet de loi qu'ils sont en train de préparer, qu'ils vont présenter peut-être le mois prochain, ou quelque chose comme ça, qui s'appelle le projet Loi Égalité et Citoyenneté. Ce projet, c'est un gigantesque projet qui va parler du droit au logement, du droit au travail, etc., etc. Et ils vont certainement ajouter quelque chose pour museler encore plus cette
euh, ce droit au boycott, par exemple, d'Israël. Et pourquoi on fait ceci? Parce que leur situation ou leur politique, elle est extrêmement ambiguë. Euh, ambiguë quand elle n'est pas complice, comme je disais tout à l'heure. Et puis, ils voient que la société civile, que ce soit en France ou dans les différents pays européens, et beaucoup aux États-Unis et tout ça, elle commence à s'organiser pour constituer vraiment un pôle de résistance comme celui qui a été organisé à l'époque de l'apartheid en Afrique du Sud, et donc qui finira par peser et puis par constituer une force de lobby qui va peser également sur les décisions de ces gouvernements. Donc ils veulent stopper ceci, cet élan, d'où cette batterie de lois d'ailleurs, qui commence un petit peu à être exportée vers d'autres pays européens. Donc les Anglais, ils ont commencé à parler un peu de la question de la légalité ou l'illégalité de boycott concernant Israël. Est-ce que ce n'est pas de l'antisémitisme? Les Américains aussi. Sauf que chez eux, c'était très très difficile à faire passer parce que les Anglo-Saxons, ils ont une tradition de boycott qui est vraiment, je dirais presque millénaire et tout, etc. Donc, et puis la liberté d'expression et tout ça, elle est beaucoup plus avancée que dans les pays, par exemple, comme la France ou comme la Belgique, etc. Donc ça, c'est un point qui est très important sur lequel il faut qu'on soit vigilant. La question de la liberté d'expression est une question qui est fondamentale. Il faut vraiment qu'on se bat sur ça. Alors, en fait, pourquoi ils sont un petit peu, on sent qu'ils sont dans l'embarras. J'étais invité par France 24 avant-hier, et puis on m'a posé la question sur mais pourquoi alors il y a une initiative française d'une conférence qui devait se tenir le 30 mai, mais elle a été retardée, etc. Est-ce que vous ne faites pas confiance à la diplomatie française? La question dans la politique, ce n'est pas une question de faire confiance ou pas confiance, c'est une question de rapport de force, si vous voulez. La France, si elle s'implique dans ce truc-là, qu'on pourrait saluer, c'est parce que, comme d'autres pays, comme la Suède et tout ça, ils sentent vraiment le danger venir. C'est-à-dire, s'ils font rien, il va y avoir un isolement total d'Israël. Absolument total. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les responsables du Shin Bet, c'est les responsables du Mossad, c'est un ancien président de la Knesset qui s'appelle Abraham Berg, le responsable du Mossad ou du Shin Bet, c'est Meir Dagan et tout ça, qui dit attention, la politique menée par les Israéliens, c'est une politique qui mène au suicide, un suicide collectif de la société israélienne. Donc il y a péril pour la demeure, et il commence à dire bon, il faudra vraiment qu'on trouve une solution, qu'on essaye de résoudre cette question, parce que sinon, il va y avoir un mouvement planétaire, comme celui qu'on a vécu pendant l'Afrique du Sud, et qui va nous obliger de toute façon à suivre. De toute façon, il n'y a pas d'amour éternel, comme celui déclaré par Emmanuel Valls. Il y a une question d'intérêt. Et au moment où ils vont sentir que les intérêts ils peuvent être remis en cause, donc de toute façon ils vont agir, parce qu'il y a une question de gros sous, de gros contrats, etc. Et on l'a vu avec des entreprises, de grosses entreprises par exemple françaises, qui ont été mises en difficulté parce qu'ils avaient investi dans le territoire palestinien occupé. D'ailleurs on y était pour beaucoup. Veolia et Alstom, qui sont d'immenses multinationales, et tout, etc., qui avaient participé à la construction du métro du tramway de Jérusalem, l'AFPS, petite association, mais avec l'OLP, on a mené une action juridique qui a duré pendant 8 ans, et on a perdu sur le plan juridique, mais de toute façon, nous savons que de toute façon, il y avait du politique dans le juridique. Mais nous avons gagné politiquement parce que Veolia, elle a fini par quitter complètement Israël. Pas uniquement le territoire palestinien occupé, mais Israël entièrement. Et maintenant, de plus en plus d'entreprises, elles ont du mal maintenant, ou elles ont peur
d'investir en Israël. Et à chaque fois qu'on interroge telle ou telle entreprise, tout à l'heure, par exemple, j'ai eu une réponse du président directeur général de la Société Générale en l'interrogeant, est-ce que vous avez des actifs dans les banques israéliennes et tout ça, c'est tout de suite en 3 lignes, et non, nous n'avons aucune participation financière et tout ça. Nous savons, c'est faux, nous savons qu'ils ont, via des moyens détournés, etc. Et donc nous sommes en train également. Mais de toute façon, c'est devenu, ce qui est le plus important, c'est qu'ils ils sont pas là, c'est-à-dire ils disent pas oui mais c'est notre droit et tout ça, mais ils ont peur, ils commencent à avoir peur et tout ça. Et si vous voulez, tout ceci est pris en considération, a été pris en considération par un certain nombre de gouvernements européens et qui commencent, non par empathie pour le peuple palestinien, ils n'ont aucune empathie pour le peuple palestinien. Ils commencent à dire que de toute façon, la situation, elle commence à devenir intenable. Et nous avons vécu ensemble ces derniers temps la question de l'initiative de Paris, donc qui devait se tenir le 30 mai, où il n'y a rien de vraiment de nouveau, mais sauf, et elle a le mérite d'exister, c'est de remettre la question palestinienne en devant de la scène, question que tout le monde essaie de marginaliser. Donc réunion qui devait se tenir avec plusieurs pays européens, le quartet, c'est-à-dire l'ONU, la Russie, les États-Unis et l'Union européenne, quelques pays européens, les plus importants au sein de la Ligue arabe, pour essayer de trouver un cadre de négociation et puis après laisser les Palestiniens et les Israéliens négocier entre eux, mais dans un cadre précis avec une limite pour les négociations, c'est-à-dire au bout de 2 années, comme ça. Ce qui n'est vraiment pas une proposition extraordinaire, que les Palestiniens ils ont accepté, parce que de toute façon eux ils n'ont pas vraiment le rapport de force favorable, donc ils ont estimé, ça c'est leur choix, qu'il fallait qu'ils acceptent cette initiative française. Côté israélien, c'était refus total, mais un refus qui était, je dirais, bien calculé, parce qu'ils essayaient de trouver vraiment un prétexte pour justement pour le refuser. Donc, ils le refusent. Là maintenant, c'est la France qui demande, plutôt la France qui a la position de la France, c'est cette initiative, la réunion qui devait se tenir le 30 mai, on va la repousser au milieu de l'été, mais on maintient notre proposition comme on l'avait annoncé avant. Et puis donc, le prétexte qu'ils ont donné, c'est que John Kerry, avec son agenda chargé, etc., il ne peut pas être libre le 30 mai. Ça prête à sourire, quoi, si vous voulez. Quand on veut résoudre un problème qui est très important, etc., on libère son agenda. D'autant plus que John Kerry, quand il chapeautait les négociations entre Palestiniens et Israéliens en 2013-2014, il s'est rendu une dizaine de fois en Palestine et Israël, et puis des fois c'est à la dernière minute qu'il prenait sa valise et il allait. Donc tout ceci, peut-être parce qu'ils veulent faire forcer c'est de la foutaise. À la France aussi. Mais voilà, donc les Américains, voilà, peut-être que les Français, ils avaient besoin du soutien américain ou bien de l'Union européenne qui n'ont pas encore franchement obtenu, même s'il y a de plus en plus de pays qui le soutiennent. Mais c'est surtout, et là où il faut j'ai envie d'insister, c'est quel est le prétexte qui a été utilisé par les Israéliens pour refuser. Ils ont parlé de cette fameuse résolution qui a été votée à la mi-avril par l'UNESCO. Cette résolution, en fait, qu'est-ce qu'elle dit sur Jérusalem? Elle dit que Jérusalem Est, c'est une partie qui est occupée par les Israéliens, que les lieux saints, comme la mosquée d'Al-Aqsa, etc., l'esplanade des mosquées, etc., ce sont des territoires palestiniens, et
Et donc, Israël, elle essaye de tricher en essayant de modifier un petit peu l'aspect, en utilisant les fouilles archéologiques, en utilisant, etc., pour judéiser la ville et lui donner un aspect plus juif que musulman et tout, etc. Et tout ceci à des fins politiques. Donc ça, c'est ce que dit la résolution votée par l'UNESCO à la mi-avril. Et cette résolution, elle a été votée par la France, entre autres. Les Américains, ils ont voté contre, les Britanniques contre, mais la France, elle a voté contre. Et donc, il y avait un tollé, vous avez entendu, et d'ailleurs, le député Meir Habib, qui est un député franco-israélien, je l'appelle le député israélien de l'Assemblée nationale, qui pose une question à Manuel Valls, et puis Manuel Valls qui dit que on n'aurait jamais dû voter cette résolution, et puis Cazeneuve, qui est invité par l'association des Amis du CRIF, qui lui aussi dit c'est une mauvaise résolution, on n'aurait jamais dû la voter. Et puis on voit bien ici, d'ailleurs c'est bizarre que ça n'a pas été relevé par la presse, elle est où la solidarité gouvernementale? D'ailleurs, de toute façon, ce n'est pas à eux de s'exprimer, ils ne sont pas des diplomates, ils ne représentent pas la diplomatie française. C'est-à-dire tout ce qui est de relations internationales relève du ministre des Affaires étrangères et du président de la République. Ça échappe dans la Constitution française et au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur. Donc pourquoi ils ont parlé de ces choses-là alors que la France, elle a voté cette résolution? Donc ça, c'est un affaiblissement déjà de son côté. Et puis le point qui est un autre point dramatique, c'est que dans la réponse de Manuel Valls ou bien de Cazeneuve, ils épousent exactement l'interprétation faite par Netanyahou de cette résolution. En fait, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent oui, cette résolution, elle est mauvaise parce qu'elle nie toute relation du peuple juif avec la ville de Jérusalem et les lieux saints à Jérusalem. La résolution n'a jamais dit ceci. La résolution, nous l'avons. La résolution, tout ce qu'elle dit, c'est que ce sont des territoires palestiniens, mais elle ne parle pas des droits c'est-à-dire, au contraire, elle souligne même la liberté de religion pour toutes les croyances, qu'elles soient chrétiennes, musulmanes, ou etc. Et pire encore, dans les fêtes, en fait, qui sont les gens qui sont privés justement par exemple, de prières à Jérusalem, etc. Ce sont les chrétiens, les musulmans, ce ne sont pas les juifs. Les juifs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent à Jérusalem. Donc ce sont les autres qui ne peuvent pas aller. Particulièrement les Palestiniens, par exemple, de Cisjordanie ou de Gaza et tout ça, qui ne peuvent pas se rendre à la mosquée de ça. Ou bien les chrétiens de Bethléem, ils ne peuvent pas aller à l'église de la Nativité, plutôt au Saint-Sépulcre à Jérusalem, quand ils le veulent. Il faut une autorisation et tout, etc. Donc celui qui bafoue la liberté de culte, ce sont effectivement les autorités israéliennes. Donc regardez comment ils ont essayé de donner une version qui n'est pas exacte, qui est complètement inexacte, et qui était complètement épousée par le ministre de l'Intérieur et par le Premier ministre, mais dont pratiquement aucun journaliste n'est allé vérifier la véracité des choses, et tout le monde a fini par admettre cette thèse israélienne qui est totalement fausse et qu'on peut démonter en 30 secondes. On peut montrer qu'elle est vraiment fausse. Et ça prouve également la faiblesse de qui, en fait, de nous tous. Nous montre solidarité et tout, etc. Nous sommes en attente d'eux et on ne fait que réagir et tout, etc. Alors qu'on aurait pu quand même agir un peu plus parce que nous connaissons bien la situation, nous connaissons la résolution, nous connaissons, etc. La faiblesse également de peut-être l'autorité palestinienne, mais également la Ligue arabe, et donc tous ceux qui ont vraiment des moyens d'agir, des moyens de dire une autre version, ou bien vraiment la vraie version, et tout, etc. Et je dirais, en plus toujours sur la question de l'UNESCO, le pire des pires, c'est que exactement la même résolution. Elle a été votée en 2013, en 2015,
et plusieurs années avant, et elle n'a pas fait tout ce projet. Donc si maintenant il monte au créneau, et tout, etc., les Israéliens, ce n'est pas ce n'est pas parce qu'ils viennent découvrir quelque chose de nouveau, mais c'est parce qu'ils voulaient tout simplement saper cette initiative française, et donc discréditer complètement la France. Et puis ils ont malheureusement partiellement réussi, parce que la France, elle a annoncé Hollande hier, il a fait un mea culpa et tout, etc. Et puis il a annoncé le report de cette initiative qui devait se tenir le 30 mai. Et grave encore, c'est que quand on voit le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, le président de la République, puis après un petit peu le ministre des Affaires étrangères, se démarquer d'une position exprimée par la France, on va dire, mais qui c'est qui exprime les positions de la France dans ce cas, puisque tout le monde est contre. Mais qui c'est qui a donné son accord? Oui, parce qu'il a regretté. Alors Lui, que- le patron de la diplomatie française, il a regretté à l'Assemblée nationale aussi. Alors ils étaient tous au courant. Ils avaient tous donné leur accord pour le vote, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est exactement la même résolution qui a été votée les années précédentes, sans vraiment faire de tollé. Et donc c'est là où je pense qu'il faut qu'on soit présent, qu'on agisse et tout, etc. Et qu'on réponde à toutes ces questions coup par coup. Sur la question de liberté d'expression, je crois qu'il faut qu'on soit fortement présent. Pas uniquement sur la question de la liberté pour le boycott, mais de toute façon nous savons que toutes les libertés d'expression sont menacées. La loi sur le renseignement, l'état d'urgence et tout, etc. Et ça concerne, bien sûr, évidemment, la liberté de s'exprimer sur la question palestinienne. Et il faut qu'on réponde sur la question sur les questions historiques. Il faut qu'on réponde c'est-à-dire politiquement, sur tout ce qui est, toutes ces initiatives et tout, etc., qu'on exige un petit peu de connaître les contenus et tout, etc. Il faut qu'on essaye, en fait, pour arriver à tout ceci, qu'on essaye d'élargir au maximum ce mouvement de solidarité avec le peuple palestinien, avec la cause palestinienne. Et ça, je crois, l'une des premières choses à laquelle il faut vraiment qu'on fasse attention, c'est que notre démarche doit s'inscrire dans la construction et pas dans la protestation. C'est-à-dire, souvent, et puis je parle ici à la TMF, mais moi aussi je suis marocain comme vous, maghrébin comme vous, et tout, etc. Nous sommes beaucoup plus dans la question de l'indignation que dans la question de la construction. Et la question de la réponse, la question de l'argumentation. Je crois qu'il faut vraiment qu'on franchisse ce pas et qu'on essaye, et d'autant plus que nous sommes, où vous êtes, vous, à TMF, très bien placés pour faire le pont avec l'autre côté de la Méditerranée, etc., pour constituer cette force qui compte. C'est-à-dire qu'après, quand on émet une position, et tout, etc., qu'elle soit prise vraiment, réellement en considération. Je donne un exemple extrêmement simple. Ceux qui avaient construit, par exemple, le tramway à Jérusalem-Est, Veolia et Alstom, n'auraient jamais dû remporter, par exemple, des marchés dans le monde arabe s'il y avait vraiment une forte société civile présente là-bas et qui pose le problème sur le plan politique, juridique également, sur le plan juridique. Veolia n'aurait jamais pu avoir remporté le marché, par exemple, d'assainissement à Casablanca. Ou bien Alstom, jamais le marché, par exemple, du TGV entre Tanger et Casablanca. Et malheureusement, nous n'avons pas su, par exemple, transmettre cette exigeance. Nous n'avons pas su mobiliser. Alors que de toute façon, nous savons que de toute façon, nous pouvons mobiliser sur ces questions. La question palestinienne est très importante dans les pays arabes, par exemple. Et on peut vraiment
faire du mal à ces multinationales qui pensent qu'ils peuvent vraiment agir d'une façon, dans une totale impunité, etc. Comme par exemple, mais ça, bon, un combat que nous avons gagné, comme France Télécom Orange, qui avait des intérêts dans les territoires palestiniens occupés. Nous avons mené une bataille mais qui a duré là aussi presque 8 ans, et nous les avons forcés à se retirer de leur partenariat avec l'entreprise partenaire israélienne. Alors que si vraiment nous avions une certaine coordination ou un certain ou l'objectif de faire un lobbying et tout ça, on aurait pu réaliser cette victoire en très peu de temps, pour une raison très simple. France Télécom Orange est là, elle est présente dans 5 pays arabes par exemple. Elle a plus d'abonnés en Égypte qu'en France. Et d'elle dépend par exemple Mobilil en Égypte, Meditel au Maroc, etc. Donc nous avons maintenant un moyen en tant que société civile pour peser qui est très important. Ça c'est un choix, je pense que c'est les choix qu'il faut qu'on fasse, et tout, etc. Pour ne pas rester simplement dans le cadre du discours ou l'indignation, mais dans le cadre de prendre des initiatives pour peser. Je crois que c'est un terrain qui est extrêmement fertile parce que ça intéresse les gens. Les gens, généralement, ils disent, bon, c'est une question qui est très difficile, bon, on ne peut rien faire, et tout, etc. Mais quand vous leur dites, si vous avez un moyen, utilisez-le, c'est celui-là. Par exemple, l'arme du boycott, l'arme de pression sur telle ou telle entreprise pour qu'elle se désinvestisse, et tout, etc. Ça, c'est un moyen qui est extrêmement important, qu'on peut utiliser vis-à-vis des banques, des multinationales que j'ai citées, etc. Mais ce combat, il est vraiment difficile, il est très long, et tout, etc. Ça veut dire qu'il faut de toute façon qu'on essaie d'élargir, qu'on essaie également dans notre façon de faire, et tout, etc., de s'éloigner de la question d'éliminer l'autre. Il faut vraiment élargir le maximum, il faut trouver la plateforme vraiment la plus large, et tout, etc., qui réunit le plus de gens ou de forces possible, avec, je dirais, 3 objectifs, c'est-à-dire avoir des cibles faciles à identifier, avoir la possibilité d'élargir autour de ces cibles, et puis enfin avec l'espoir de pouvoir remporter des victoires. Et donc c'est ça la méthode, je crois, qui doit être la nôtre, et c'est celle-ci qu'il faut qu'on développe en tant qu'association, en tant qu'individu. Ouais. Merci beaucoup. Quelle est... La situation, je pense que vous connaissez. Voilà, quelle valeur juridique on donne à une résolution votée par les États représentés à l'UNESCO? Ce n'est pas l'ONU, c'est pas l'Europe, c'est pas les grandes puissances. Est-ce que c'est relève du domaine de symbolique, ou ça a vraiment le fait que Israël réagit immédiatement et férocement à cette résolution, minime soit-il, parce que Israël nous a habitués à dire non à toute résolution, d'où qu'ils viennent, qu'ils viennent de la France, qu'ils viennent des États-Unis, qu'ils viennent de l'ONU. Il se bat. Parfois même, il arrive quand même à comment dirais-je, à avorter une idée avant même que ça arrive sur le devant de la scène, sur la scène européenne, internationale, etc. Ça d'une part. D'autre part aussi, ça c'est la première chose. La deuxième chose, on aimerait bien que tu dis peut-être 2 mots aussi sur l'état d'esprit de l'état-major israélien. Parce que ça bouge
semble-t-il, aussi à ce niveau-là. Quant à un chef d'état-major adjoint qui dit que l'état d'esprit des Israéliens aujourd'hui, il fait la similitude avec l'état du peuple allemand en 1930, c'est-à-dire quelques années avant l'arrivée au pouvoir de Hitler. Et puis aussi, c'est vrai, j'ai lu un article, sans aucun doute ça t'a pas échappé, un correspondant du Monde hier, bien sûr, il termine son article par dire qu'Nao, État d'Israël, l'armée, c'est le pilier de cet État, quoi. Si tu n'as pas d'armée, tu ne peux pas être chef de ceci ou chef de cela, etc. Les généraux, les maréchaux, etc. ont d'abord servi l'armée, ou servi dans l'armée, avant de devenir Premier ministre ou autre, etc. Mais quand même, c'est quand même la tête de cette armée qui dit voilà l'état d'esprit de notre peuple. Et que moi, je ne tire pas, contrairement par exemple à Netanyahou, qui est pour la colonisation, mais alors qu'on en termine une fois pour toutes, comme tu l'as dit tout à l'heure, les Palestiniens revendiquent 22% de leur territoire. Ouais. Voilà, ce n'est pas le tiers, ce n'est pas la moitié, c'est loin des frontières de 1967. Et malgré ça, si c'était Netanyahou, il aurait déjà fini avec cette histoire de peuple palestinien, c'est-à-dire la colonisation. Bon, l'annexion, n'en parlons plus de la colonisation, on annexe, point barre. Puis le Palestinien, il reste où on leur donnera, s'ils veulent rester, une carte de séjour, ils n'auront même pas la nationalité, comme les Palestiniens israéliens. Troisième chose, c'est la délégation palestinienne quand même. Il y a un mutisme, enfin, on n'entend plus parler, contrairement par exemple à l'ancienne déléguée de Palestine, qu'on voyait souvent, qu'on écoutait, qu'on voyait à la télévision, qu'on écoutait à la radio, il participait à des manifestations, à des meetings, à des rassemblements populaires, à Paris ou ailleurs. Ce n'est pas le cas de celui ou de ceux qui lui ont succédé, quoi.